des grands messes mondiales du photoreportage, même si ça reste un métier dont il n'est pas forcément évident de vivre, qui, à mon sens, est indispensable. Hein. Donc, on va parler de visa. Et donc je vous rappelle que sur notre site, vous pouvez retrouver donc, sur le site du Club Photoshop, on vous a fait on vous a compilé la rétrospective de 35, si je ne me trompe pas, Visa d'Or. 34. C'est le 35e cette année. Là, c'est le 35e cette année, donc 35e Visa d'Or. Donc si vous voulez faire un petit tour, on vous a compacté tout ça. Et je vais montrer, hein, voilà, on va vous montrer très rapidement. Vous avez le lien sur les histoires complètes, etc. Bernard va commencer à nous montrer tout ça. Notre invitée vient d'arriver. Elle est venue à bout des tracas du RER. Et donc, ça va pouvoir commencer. Allez. Bon. Petit topo. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qui va arriver. Bonjour à tous déjà. Je vais essayer de vous parler un petit peu de Visa pour l'image. Donc, comme le disait Guillaume, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site puisque vous allez avoir tous les visas des 34 dernières années, tous les prix. Tous les visas d'or, je veux dire, et donc vous pouvez faire un petit tour sur le site. Et je ne sais pas si Jean-Claude a montré mon écran. À la fin sur le site du Club Photoshop, à la fin, vous avez un petit lien qui va vous permettre de... Enfin, vous l'avez trouvé, je ne sais plus où il est. Qui va vous permettre de... Il est tout en bas. Non, tout en haut. Tout en haut. Ouais. Enfin, il y a un petit lien qui va pouvoir permettre de retrouver tous les prix qui ont été décernés cette année. Voilà. Et de refaire un petit point sur l'ensemble de Visa. Voilà, donc moi... Alors qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette édition? Ah bah c'est une très belle édition, on a vu franchement de belles expos, des belles choses. Je trouve que Jean-François Leroy c'est encore décarcassé. Les invités étaient vraiment très accessibles, permet de parler avec beaucoup de gens, beaucoup de photographes et d'assister à vraiment de très très belles projections le soir. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant dans Visa. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter, un petit peu moi ce que j'ai ressenti. Je ne vais pas vous présenter toutes les expos, tous les photographes, vous avez ça sur le site de Visa, c'est très bien fait. Si vous ouvrez un compte, vous allez avoir accès à quasiment toutes les images qu'on a pu voir là-bas. Que dire de plus? Vendredi soir et samedi soir, il y a une rétrospective à la Villette, à Paris, pour les Parisiens. Apparemment, c'est complet, mais... Enfin, sur les projections, a priori. Sur les projections, l'après-midi, il y a des ateliers aussi sur lesquels on peut s'inscrire. Pardon. Apparemment, les projections sont complètes, mais vu qu'il y aura beaucoup de gens qui ne viendront pas, peut-être que les Parisiens pourront rentrer quand même. Enfin, à vous de voir. Bon, vous la faites à la parisienne de base, voilà, quoi. Vous ne saviez pas qu'il fallait un billet, puis passer devant tout le monde. Exactement. Mais s'il y a des places de disponibles, je pense qu'ils vous laisseront rentrer. Eh ben oui, voilà. Montre-nous tout ça. J'attends que Jean-Claude monte mon écran. La régie, bon sang de bois. Oh là là, mais quel bordel, je te jure. Alors, voilà, donc Visa cette année, c'était les projections avec cet énorme écran et un son qui est vraiment magnifique. Et voilà comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que Visa pour l'image? Pour ceux qui n'y sont jamais allés, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est d'abord des expositions. Il y en a à peu près 25, je crois, 23 ou 25 dans toute la ville, qui sont dans des lieux différents, et des lieux qui sont très beaux, très intéressants. Donc je ne vais pas vous faire un descriptif de tous les lieux, mais vous verrez, il y a une expo, je vous montrerai un petit peu le lieu dans lequel ça se passe, et c'est vraiment pas mal. Il y a des conférences au Palais des Congrès.
les signatures de livres par les auteurs, par les photographes. Ça, c'est toujours très sympa parce que c'est un moment où on peut discuter avec eux. Il y a les projections et les remises de prix. Alors, je disais, les expositions, 23 expositions dans différents lieux de la ville. Alors, je vais commencer par cette photographe, une jeune photographe franco-russe qui a fait un reportage sur les Evanks, qui sont les gardiens des richesses yakoutes. Alors, oui, alors pour préciser, en fait, là, ce que tu vas nous présenter ce soir, vu que le programme est très riche, c'est un petit peu tes coups de cœur. Voilà, mes coups de cœur, et puis montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, je ne vais pas relire à chaque fois tout ce qui était indiqué sur les panneaux, mais enfin, je vous ai mis un petit peu, je vous ai mis un petit peu ça ici, ça vous permet de voir. Et surtout de voir comment ça se passe lors de la présentation des expos par les photographes. Alors, je précise juste une chose avant que tu continues. Donc, pour ceux qui nous suivent en direct, on ne va pas forcément passer 2 minutes sur le slide le temps que tout le monde le lise. Donc, vous pourrez les revoir tranquillement à la rediffusion sur la chaîne YouTube du club. Et donc, notamment, la partie visa sera en accès ouvert, libre à tous. Donc, n'ayez pas de stress si vous n'avez pas réussi à atteindre le mot soviétique qui finit la présentation sans avoir lu tous les mots entre eux. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe lors de la présentation des images. C'est très sympa parce qu'on est très proche des photographes et on peut poser toutes les questions que l'on veut. Donc je vais vous montrer quelques-unes de ces photos, enfin le plan pour vous montrer un petit peu, la carte pour vous montrer un petit peu où se passent les choses. On est vraiment dans la partie certainement la plus froide de la planète. Et donc voilà comment ça se passe. Ces gens-là sont des éleveurs de rennes. Et t'as l'anthrax qui ressort du permafrost, là, c'est ça qui est marqué? Tu peux revenir sur la précédente? Ah ouais, non mais on est mal barré quand même. Ok, vas-y, continue. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je cherche grotte hypoallergénique en urgence. Voilà, alors ça c'était très drôle parce que pendant sa présentation, je disais, moi j'aime pas faire des photos posées. Et ce type est arrivé avec sa tenue et il a commencé à poser et j'avais pas envie de le photographier. Mais il y a la chance des photographes. Les 2 chiens sont arrivés, on leur avait rien demandé, et ils se sont placés comme ça, chacun l'un à côté de l'autre, de part et d'autre du truc, et donc du personnage. Et donc, voilà, elle était ravie, et ça lui a permis de faire une vraie photo qui n'était pas une photo posée. Voilà, donc les rennes, la nuit. Voilà, ces gens qui vivent quand même très seuls, voilà un petit peu ce que ça donne. Et là, il fait une partie de pêche à moins 55 degrés. Donc, oh, c'est rien, ça passe. Hein. Ça passe. Mais enfin, faut s'habituer. Hein, s'habituer. Alors, ça, c'est une exposition que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est sur la révolte des femmes et des hommes, on va dire, en Iran sur « Tu ne meurs pas ». Donc, cette expo, elle est basée sur la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 22, pour un port de vêtements inappropriés. Donc, personne n'a pu trop communiquer là-dessus. Évidemment, en Iran, tout ça tout a été fermé. Et on a essayé d'en parler le moins possible, mais les réseaux sociaux ont fait que des images ont pu arriver en Europe, aux États-Unis. Et par contre, les gens sur place envoyaient les photos et les enlevaient tout de suite dans leur disque dur, parce que s'ils étaient prêts à faire ça, évidemment, c'était un peu chaud pour eux. À noter qu'effectivement, on en a beaucoup parlé au début de cette révolution, que depuis quelques temps, on voit moins passer ça dans les médias, mais que ça continue. Ça continue. Ça continue au jour d'aujourd'hui. La lutte n'est pas finie.
On voit de plus en plus de femmes en Iran qui ne portent justement plus le voile, etc. Mais on voit qu'il y a toujours des combats, il y a toujours des emprisonnements arbitraires. Enfin voilà, c'est très très loin d'être fini, quoi. Donc le Monde a essayé le journal Le Monde a essayé de monter un corpus qui permet de trier les événements et de trier les images, de trier et d'être sûr de la véracité de tout ce qui a pu se voir. Ces deux femmes au Monde, une rédactrice photo et une journaliste, elles ont profité de tous ces éléments pour faire un petit bouquin qui n'est vendu pas cher. Normalement, je pense que ça veut dire, l'écriture arabe veut dire tu ne meurs pas, et c'est un bouquin qui est fait pour être passé de main. Perse va pas nous faire des problèmes. C'est du farci. Voilà. Attention. Oui, c'est vrai. Perse. Sois précis. Exactement. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passait lors de la présentation de l'image. Et ça, il y a une très belle photo d'une artiste. Elma Abalso, qui a récupéré des cheveux de femmes qui sont coupées, en fait. De la planète entière, qui ont envoyé des cheveux. Elle s'est rasé le crâne elle-même et elle s'est photographiée avec tous ses cheveux. Voilà. Ça, c'est l'image qui a servi à l'affiche, la couverture de Visa. Et du bouquin que tu as là, d'ailleurs. Et du bouquin que j'ai là, donc là, le bouquin est... Vous le retrouverez. Hop. Hop, la régie, hop, c'est par là, voilà, hop, il est là. Le bouquin que j'ai là, apparemment Jean-François Leroy a eu pas mal de problèmes parce que on ne sait pas qui a fait la photo, il a certainement été fait avec un téléphone et la photo était vraiment de pied de qualité et donc pour imprimer ça, ça n'a pas été simple. Enfin, ils s'en sont sortis quand même. Ouais, et là, ce jour-là, c'est le jour de cette jeune femme qui a voilà, et qui aurait dû être un enterrement incognito. Ouais. Voilà, donc ces deux personnes du Monde qui ont travaillé énormément et qui travaillent encore sur ce sujet. Il est évident que la journaliste, pour l'instant, ne peut plus mettre les pieds en Iran. Voilà, un monsieur que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup touché, c'est Yann Berry, sur son travail expo, sur l'eau, Water, qui travaille sur l'eau. Donc il a repris des photos de toute sa carrière pour refaire une exposition sur l'eau. Et c'est vraiment c'était une très très belle exposition. Bon, sachant que c'est un monsieur qui a 89 ans et qui continue de bosser. Il continue de bosser et à 89 ans, il a toujours... Là, j'ai fait cette photo-là. Voilà. Alors pour tous les photographes qui nous regardent, par rapport à nos histoires de retraite, comptez que 89 ans, c'est un âge normal pour bosser. Même 64, c'est mort. Voilà. Et en plus de ça, mangez bien, allez chez le kiné, c'est important. Et en plus de ça, je trouve que c'est un beau monsieur et qui est encore très très intéressant. Mais comme Koudelka, il est fascinant, quoi. Pareil, 89 ou 92 ans, toujours en train de... Donc voici, si vous ne connaissez pas quelques-unes de ces photos, je trouve que c'est vraiment un travail. Oui, on est dans le grand classique Magnum, quoi. Enfin, sans que ce soit péjoratif, quoi. Ouais. Alors, Nad Nissen, c'est quelqu'un qui a fait des photos sur la cocaïne, sur la guerre perdue sur cette cocaïne. Alors là, je vous le montre assez rapidement, on me dit que je dois me dépêcher, donc je me dépêche. Dans l'oreillette, tu as la régie qui dit qu'il faut que tu te dépêches. Voilà. Donc voilà l'expo, sa présentation d'expo et quelques photos de lui. Voilà. Alors là, je voulais quand même dire un mot. En Colombie, quand on prépare de la cocaïne, le produit est vendu $1 250 le kilo. Une fois qu'il arrive en France ou aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis, on est à 100 à 150 grammes, on est à 100 à 150 $ le gramme. Voilà. Et tant que les gens consommeront de la cocaïne en France, en Europe ou aux États-Unis, ces gens-là continueront à la produire. Parce que c'est beaucoup plus simple de produire de la coke que de produire d'autres produits locaux.
tous les dégâts que ça peut avoir et sur la santé et sur la population locale. Exactement. Alors là, cette photo-là est quand même intéressante. C'est des sous-marins bricolés qui permettent de transporter C'est ça, c'est le GoFast, méthode colombienne. Pascal Maître, avec sa très belle exposition sur le charbon de bois, il n'y avait pas grand monde qui avait travaillé là-dessus. Pour moi, ça reste un très très grand photographe. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup la manière dont il traite ses images, la manière dont il traite la couleur. Et en plus de ça, c'est un type d'une simplicité, d'une générosité, c'est incroyable. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut aussi aller voir ce qu'il a pu produire il y a 20-25 ans sur le continent africain. C'est hallucinant de beauté, quoi, franchement. Il y a eu une très belle exposition à la Grande Arche il y a quelques années. Donc là, voilà un peu l'expo. Sa présentation. Voilà, il a 69 ans exactement comme moi et il continue à bosser. Comme toi d'ailleurs. Et il ne s'agirait pas de perdre le rythme. Hein. Allez, hop, hop, hop. Ben, voilà. Donc voilà un peu ces photos. J'adore cette photo. Ah, c'est très beau. Très très beau. Et ça, oui, alors ça, c'est ce qu'on nous l'a dit, enfin ouais, vous ne l'avez pas forcément entendu parce que c'était en off, mais il est venu à l'exposition avec son tireur, ce qui fait que c'est aussi intéressant dans ce genre de cadre de rencontrer le duo que peut former un photographe et son tireur pour obtenir une image, un produit fini en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de comprendre comment on amène une idée vers un résultat visuel, quoi. Et c'est vrai que certaines images n'existeraient pas telles qu'on les connaît, n'auraient pas le même impact si on n'avait pas eu un tireur qui travaillait derrière, quoi. C'est pas juste on imprime, quoi. Nick Brandt. Très très belle photo, mais avec Sophie, on a été vraiment très déçus par le personnage. Donc, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est déjà un photographe qui ne veut pas se faire photographier. Je suis arrivé un petit peu en retard lors de sa présentation, j'ai sorti mon boîtier, je me suis fait rembarquer tout de suite. Donc, j'ai pas mis de photo de lui exprès, puisqu'il ne voulait pas. Mais voilà, bon, son travail est assez remarquable. C'est un portrait de personnes et d'animaux victimes de la dégradation et de la destruction de l'environnement. C'est un véritable studio en extérieur, c'est une grosse production, il a des machines à faire de la fumée, les photos peuvent prendre des jours, le travail est magnifique, mais le personnage un peu bizarre. Voilà. T'es amoureux de son travail, pas de lui. Exactement. Par contre, ça peut arriver. Il paraît qu'il y en a 2-3 qui sont extrêmement désagréables dans la vraie vie. Mais son travail, voilà, là, pour réaliser cette photo-là, il n'y a pas de Photoshop, hein, tout est fait à la prise de vue, et il y a une vitre qui est entre le personnage et ça doit être une panthère derrière. Mais c'est une production énorme. Et donc voilà, je me dépêche. Alors. Dimitar Dilkov. Alors lui, il a photographié l'Ukraine depuis 2014, depuis l'invasion de la Crimée, en fait. Ouais. Et l'expo est à l'hôtel PAMS, donc j'ai fait quelques photos de l'hôtel pour vous présenter, parce qu'il y a des lieux comme ça qui en plus de l'expo, qui valent le coup. Voilà. Alors lui, il a quand même une phrase qui m'a beaucoup touché. Il y a 3 sortes d'êtres humains en Ukraine, les vivants, les morts et ceux qui les regardent. Allez, mange et rentre chez toi. Alors j'en profite pour que tu montres ça, pour parler d'un autre photographe. On mettra le lien sur le site. Il y a une vidéo qui est sortie sur Arte, d'un photographe dont je n'ai malheureusement pas le nom en tête, donc je vous prie de m'excuser à ce propos, mais on mettra la vidéo, d'un photographe qui a fait des portraits des combattants ukrainiens sur le front, à la chambre et au collodion. C'est un boulot qui est esthétiquement et absolument
mais à tomber par terre. Et il faut bien l'imaginer, c'est montré dans le film. Il se balade avec sa camionnette, il développe ses plans, enfin ses plaques de verre in situ, enfin, c'est un truc de taré, quoi. Mais c'est une œuvre qui restera dans 10 ans. Voilà, donc l'hôtel Pams, juste pour vous dire, c'est la famille qui faisait le papier à cigarette Job. On n'a pas le droit de faire l'apologie du tabac. Non, je ne fais pas l'apologie du tabac, je fais l'apologie du papier à cigarette. Donc Laura Norton, avec elle, les tech people qui vivent ensemble et qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir chez Pascal Maître. Voilà, ce sont la haute technologie à San Francisco, dans la Silicon Valley, et les geeks, quoi. Qui avancent, qui vivent entre eux, quoi. Voilà. Donc je vous montre. Qui s'extasient parce qu'il y a un port USB-C sur l'iPhone 15. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vachement plus bien. Ils font quand même plus que ça, parce qu'ils sont quand même, c'est eux qui sont à la base de l'intelligence artificielle. Il faut tous les buter, en fait. Voilà. Pardon, je n'avais pas le droit de dire ça. Voilà. Non, mais c'est un travail assez intéressant. C'est un travail intéressant. Ouais, tout à fait. C'est un travail intéressant. Et les types vivent dans leur bureau et ne font que de la recherche, quand même, quasiment. Tu veux dire que ce sont des asociaux, quoi, globalement. Globalement, je le pense. Voilà, alors, James Balog, qui a photographié l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, je ne savais pas ce que c'était. Le Robert me dit en géologie, c'est la période la plus récente du Quaternaire qui succède à l'Holocène, caractérisée par les effets de l'activité humaine sur la planète. L'Anthropocène commencerait avec la machine à vapeur. Mais il a fait de très belles photos, ce monsieur, et voilà la manière dont il voit les choses. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, au-delà de l'aspect, on va dire, géologique et sociologique, il interroge aussi notre rapport à la nature et à sa disparition. Voilà. Je trouve ça vraiment très beau. Donc, vous pouvez aller retrouver tout ça à la Villette et puis voir tout ça après à suivre.